Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir un type de chasseur un peu particulier, les chasseurs de tornades. Et oui, de nombreux passionnés sillonnent le monde, caméras et appareils photo à la main, pour immortaliser les phénomènes météorologiques les plus impressionnants. Orages, éclairs, tempêtes, mais aussi bien évidemment les tornades. Alors, où les photographier, comment savoir quand elles vont se produire et quels sont les dangers encourus par ces chasseurs de l'extrême? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec Christophe Asselin, un chasseur de tornades français. Christophe Asselin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur de métier, mais également chasseur de tornades et d'orages par passion. On peut dire qu'en 2011, vous avez lié ces deux aspects de votre vie, car vous êtes parti aux États-Unis pour chasser les tornades, évidemment, mais aussi pour co-réaliser 2 documentaires et réaliser une web-série sur vos aventures. Donc pour que ce soit clair pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire être chasseur d'orages ou de tornades? Alors, il y a plusieurs types de chasseurs de tornades, j'ai envie de dire. Nous, on est le côté un petit peu artiste, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la beauté de la nature qui se dégage à travers ce phénomène, la puissance de la nature, qu'on a envie de capturer, de photographier, de filmer du mieux que possible. Donc le but, c'est simple, ça va être d'arriver à trouver l'endroit où va se produire ce phénomène qui reste météorologiquement très difficile à prévoir. On arrive à déterminer une zone à peu près sur des centaines de kilomètres où il pourrait se produire ce phénomène, mais ensuite ça reste très difficile d'être à l'endroit précis où elle va se produire, d'autant plus qu'elle dure en moyenne quelques minutes. Donc il faut vraiment être au bon endroit, au bon moment, et ça c'est la plus grosse difficulté de notre activité. Ouais, vous chassez vraiment le moment particulier pour le prendre en photo. Et du coup c'est une passion, c'est pas un métier. Alors, il y a quelques gens qui sont capables d'en vivre, c'est majoritairement des Américains, majoritairement des scientifiques qui, eux, vont sur le terrain, qui sont subventionnés par des organismes publics ou privés et qui font des études très poussées parce qu'évidemment aux États-Unis c'est important car les tornades font beaucoup de dégâts là-bas, donc il y a vraiment ce besoin de mieux les comprendre et de mieux s'en protéger. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui sont sur le terrain et qui essayent de récolter des données au plus près des tornades. Et eux peuvent en vivre évidemment, mais pour nous ça reste vraiment un hobby. Éventuellement les images qu'on fait peuvent être reprises après par les chaînes de télévision, par des médias, mais ça reste vraiment un revenu secondaire, on va dire. Ça permet tout juste de rentrer dans nos frais avec les frais d'essence, etc. Alors comment ça a commencé pour vous? Comment à un moment vous vous êtes dit « je veux être chasseur d'orages » ? Depuis que je suis gamin, je me mets à la fenêtre, je trouve les orages magnifiques. J'ai toujours eu envie d'en voir le maximum. Alors après, évidemment, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à me dire « tiens, je vais avoir mon permis de conduire, je vais bientôt avoir une liberté », au lieu d'attendre que les orages viennent à moi, autant que j'aille les chercher, que j'aille sur le terrain et que je fasse des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller les chercher. Donc voilà, ça a vraiment grandi depuis toujours en moi et je ne saurais pas déterminer qu'est-ce qui a déclenché ça, mais voilà, je trouve ça magnifique depuis toujours. Alors en 2011 pour vous c'est la consécration. Vous partez à Tornado Alley, c'est une région centrale des États-Unis qui est particulièrement touchée par les tornades. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Eldorado des chasseurs de tornades? Ouais, c'est ça. C'est la Mecque des chasseurs de tornades. C'est le seul endroit dans le monde où il y a autant de tornades sur une zone aussi restreinte entre guillemets, parce que c'est quand même sur des milliers de kilomètres sur tout le centre des États-Unis. Mais c'est là-bas que tout se passe et surtout c'est une zone qui est très pratique pour chasser parce qu'on a un réseau routier qui est correct et des données météorologiques qui sont très importantes pour arriver à trouver les tornades, qui sont accessibles et très riches. Évidemment, le gouvernement américain développe beaucoup toutes les données en ligne sur Internet. Et ça nous permet, nous aussi, de chasser assez facilement là-bas, dans de bonnes conditions, et de trouver tous ces milliers de tornades qui ont lieu là-bas chaque année. Alors, une fois sur place, de quoi on a besoin pour chasser les tornades? Alors je dirais que la chose la plus importante, c'est avant tout une connexion Internet. Dans la voiture, on a une clé 3G, 4G qui nous permet de recevoir en permanence Internet, même dans des lieux très reculés, parce qu'on est quand même dans des campagnes très isolées, au fin fond du Kansas ou de l'Oklahoma. Et malgré tout, on peut avoir en permanence accès à des milliers de cartes météo et autres données, des images satellites aussi par exemple, les températures, les taux d'humidité en direct. Et tout ça, c'est des indices qui vont nous permettre de mettre en place notre stratégie de chasse et de savoir dans quelle zone il faut viser et où il va falloir aller pour trouver des tornades. Alors depuis, vous y êtes retourné 2 fois, une fois en 2013 et une fois en 2015. Chaque fois, vous avez parcouru plus de 20 000 km répartis sur de 12 États. C'est énorme. Ouais. Combien vous avez réussi à voir de tornades dans tous ces voyages? Alors, j'avoue que je n'ai pas fait le compte précis, mais je crois que je suis à peu plus d'une vingtaine sur donc en tout une dizaine de semaines de chasse intensive.
Donc ça reste clairement un événement très rare quand même, hein. Très clairement, on pourrait partir pendant 2 ou 3 semaines là-bas et ne pas en voir. Ça peut arriver sur certaines années, certaines saisons très calmes. Si en plus on rate une chasse, on peut être au mauvais endroit alors qu'il y a une tornade dans un autre état. Ça reste vraiment un événement rare et c'est ça aussi qui fait le plaisir qu'on a à le voir à chaque fois devant nos yeux évidemment. Du coup, à part les tornades, vous essayez de trouver quoi là-bas? Alors, les tornades de toute façon sont toujours associées aux orages supercellulaires comme on dit, donc des orages particulièrement violents qui ont cette capacité à rentrer en rotation et donc à former la tornade ensuite. Et ces orages, ils produisent évidemment d'autres phénomènes météo très extrêmes. Le premier auquel on peut penser, c'est la grêle par exemple, avec des grêlons vraiment immenses qui peuvent aller à plus de 10 cm parfois. Ce qui peut être un petit peu dangereux pour nous, pour la voiture par moment, mais en même temps ça fait partie de l'excitation aussi d'essayer de jouer avec ces phénomènes annexes qui rendent la tornade un petit peu plus difficile à approcher, qui ajoutent un petit peu d'enjeu, de suspense. Piment aussi. Et un petit peu de piment, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi la journée type d'un chasseur de tornades, du matin au soir? Alors la journée type, ça commence dans un motel assez sommaire dans le fin fond du Texas par exemple. On se lève assez tôt le matin parce qu'en général il faut regarder le plus tôt possible les cartes météo pour savoir où il va falloir se placer dans la journée parce que parfois on a plusieurs heures de route à faire dès le matin pour se rendre sur la zone où les orages vont se déclencher un peu plus tard. Dans la majeure partie des cas, les orages se déclenchent dans l'après-midi, donc ça nous laisse jusqu'à 15-16 heures pour être sur la zone de chasse. Et ensuite, c'est parti pour ces heures de route pendant lesquelles on continue à consulter les données parce que ça peut évoluer au cours de la journée, donc il faut vraiment rester concentré pendant tout ce temps-là. Parfois, on a à peine le temps de manger le midi, c'est un petit drive dans un fast-food et puis on repart sur le terrain immédiatement. Et ensuite, les orages se déclenchent. Enfin, quand ça se passe bien, les orages se déclenchent et là, le cœur de la chasse commence. Faut qu'on y aille! Allez, c'est parti! Désolé les gars, ça arrive trop vite sur nous là. Ça baraque, elle est pile sur la trajectoire. Ok, on est bon. Donc il va falloir trouver le bon orage, celui qui va potentiellement faire une tornade, et puis il va falloir réussir à le suivre. Ça va dépendre du réseau routier. Est-ce qu'il y a suffisamment de routes pour accompagner cet orage? Est-ce qu'il ne va pas se déplacer trop vite et nous mettre en difficulté? Est-ce que ça va vraiment être le bon orage, celui qui va perdurer pendant plusieurs heures? Parce que souvent les orages supercellulaires durent plusieurs heures et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'organiser suffisamment pour donner une tornade. C'est plein de paramètres comme ça qu'il va falloir surveiller pendant la chasse et surtout rester au plus près de l'orage pour ne pas rater ce moment qui peut durer que quelques secondes, cet instant où la tornade va commencer à descendre sous le nuage et va finir par toucher le sol. Au plus près, ça veut dire quoi? À quelle distance à peu près vous restez les tornades? Alors c'est difficile d'établir une distance en particulier parce que ça va dépendre de plein de... De la taille de la tornade aussi. Ça va dépendre de la taille de la tornade, sachant que ça dépend aussi de l'environnement parce que si une tornade est en terrain parfaitement vierge, il y a peu de chances qu'elle projette des débris en l'air et que ça nous mette en danger, alors que dans un environnement urbain, il y a plein de choses qui vont voler dans la tornade. Ça peut être des morceaux de toiture, ça peut être des poutres en métal et qui peuvent retomber à plusieurs kilomètres de la tornade. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe au-dessus de notre tête. Et dans ces cas-là, on s'approche un petit peu moins en général. Pour vous, c'est quoi une bonne chasse? Une chasse où vous êtes heureux à la fin de la journée, vous rentrez comblé dans votre motel? Alors pour nous, une belle journée de chasse, c'est une journée qui dure longtemps déjà, si je puis dire. C'est-à-dire des orages qui commencent en début d'après-midi et qu'on va pouvoir accompagner pendant tout l'après-midi jusqu'à la soirée, jusqu'à la tombée de la nuit. Et un orage qui va nous offrir des structures nuageuses magnifiques, comme seuls les orages américains peuvent en proposer. Et qui vont nous permettre de faire plein de photos, plein de vidéos sur toute la durée de cette journée. Et évidemment, le Graal, la tornade, il faut qu'elle finisse par se poser parce que sinon c'est trop frustrant. On a bataillé pendant 5 heures, 6 heures sur cet orage et s'il ne nous propose pas la tornade, c'est vraiment trop dommage. Dans tous ces voyages que vous avez réalisés aux États-Unis, quels ont été vos meilleurs moments, vos meilleures chasses? Alors je dirais qu'un de mes plus grands souvenirs, ça reste la première tornade quand même.
que j'ai pu observer en 2011 où on était en haut d'une colline. On a réussi à trouver un petit point de vue assez difficile à dénicher parce que c'était dans une zone très boisée. Donc on a eu ce petit coup de chance de trouver cette colline, cette clairière, et avec une superbe vue sur un immense orage et une lumière magnifique au soleil couchant, et la structure, un cas d'école de supercellules, et qui nous a donné finalement une jolie tornade en cône sous sa base qu'on a pu observer très confortablement. On était à une distance raisonnable, on savait que l'orage venait vers nous mais qu'on avait le temps de l'observer. Et donc là, on a vraiment pu profiter et enfin, on se disait « Waouh, ça y est, on est aux États-Unis, on profite de notre passion au maximum ». Et là, c'était un super moment, quoi. Du coup, je suis obligée de vous demander le pire aussi. Alors une chose qui est difficile à vivre évidemment quand on est chasseur de tornades, c'est quand même tous les dégâts qui sont causés par ces tornades. Nous, on a été confrontés notamment à la tornade de Moore en 2013 qui est passée donc, sur le sud de la banlieue d'Oklahoma City et qui a fait énormément de dégâts. On était juste à côté, donc on a été les premiers témoins de ces maisons complètement rasées, de ces gens qui avaient tout perdu. On voyait des effets personnels éparpillés tout autour de nous, au bord des routes. C'était vraiment un moment qui était difficile à vivre. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, évidemment. Nous, on veut une tornade belle, en terrain totalement vierge, dans la campagne. Donc ça, c'est toujours des instants difficiles. On se sent mal d'être là face à ces gens qui ont tout perdu à cause d'un phénomène que nous, on apprécie. Ça, c'est vrai que c'est un petit dilemme qu'on a en nous. Mais bon, notre passion ne changera pas ça de toute façon. Même elle peut permettre aux gens de mieux comprendre comment ça se passe et de mieux anticiper. Et peut-être ça peut permettre à terme de sauver des vies. Justement, parlons de l'année 2013. Elle a été assez mouvementée. Vous avez vécu notamment la tornade de Moore que vous avez présentée, mais il y a aussi 11 jours après la tornade El Reno qui frappe le même état, l'Oklahoma, qui fait environ 8 morts, dont le célèbre chasseur de tornades Tim Samaras. Vous avez vécu comment cette année qui était assez dévastatrice finalement ? Ouais, c'est vrai que 2013 a été une année assez intense. Il y a eu cette tornade de Moore déjà qui nous a laissé un petit peu froid dans le dos. C'était un petit peu dur de se remettre tout de suite dans la chasse après. Et 10 jours après, on a eu cette nouvelle situation météo qui, dès le début de la journée, nous on voyait les cartes, on comprenait qu'il allait se passer quelque chose de très gros encore sur cette journée-là. Et c'est vrai qu'après, la chasse s'est déroulée comme on l'imaginait, de façon très intense. On n'imaginait même pas aussi intense que ça finalement, ça a dépassé toutes les attentes de tout le monde. Et donc il y a eu cette tornade qui est finalement la plus large de l'histoire. Nous, on s'est retrouvés dans une position un petit peu différente des autres chasseurs parce qu'on a fait une petite erreur au début de la chasse et finalement, c'est peut-être ce qui nous a un peu sauvés parce que ça nous a permis de nous retrouver sur une autoroute lorsque cette tornade se décalait rapidement vers l'est et ça nous a permis de s'échapper assez rapidement alors que d'autres chasseurs ont été piégés. Ça a été le cas notamment de Tim Samaras et de son équipe. Dans votre série, il y a des images incroyables où des fois vous roulez pratiquement dans l'eau à cause des tempêtes. Il y a des grêlons de la taille de votre poing qui tombent sur votre voiture, des fois brisent les vitres, des débris aussi qui brisent les vitres, les tempêtes auxquelles vous ne voyez rien du tout quand vous avancez. Est-ce que vous vous sentez en danger dans ces moments-là ? Oh regarde, c'est la merde. Oh putain, ça y est, il y a des débris. Fais gaffe les gars. Fais gaffe. Alors je dirais pas qu'on recherche le danger, je dirais qu'on recherche l'excitation, on recherche l'adrénaline. Nous on aime bien l'intensité de cette nature qui se déchaîne et qui fait qu'à un moment on maîtrise plus rien. Enfin l'humain est rien par rapport à la puissance de ces événements-là. Moi je ne me considère pas comme quelqu'un d'imprudent ou qui recherche vraiment du risque à tout prix. Moi ce que je recherche dans les tornades c'est vraiment pas du danger, quoi. C'est de la beauté, c'est de la puissance, de la force, mais j'ai pas envie de me faire peur. Parfois ça nous arrive de nous faire peur évidemment, on a eu quelques situations où on a eu des dégâts sur la voiture avec des débris projetés, où on était un petit peu livré à nous-mêmes, livré aux quatre vents dans la voiture, c'était pas forcément facile à vivre, mais bon, on en reste avec des bons souvenirs après tant qu'on n'est pas blessé ou pire, évidemment on en parle en riant avec les copains après et c'était un moment fort où on était en plein cœur des événements qu'on était venu chercher, donc on ne peut pas s'en plaindre finalement. Alors pour parler des voitures, elles sont parfois détruites. Ça se passe bien avec les agences de location ? Là-bas, ils sont habitués à ce genre de dégâts sur les voitures, donc il suffit de la ramener. En général, on ne dit pas qu'on est chasseur de tornades, hein, ne le répétez pas. Donc on arrive, on a payé l'assurance, donc à partir de là, ils nous disent bon, prenez-en une autre et on repart sur le terrain. Dans votre série, on voit d'autres chasseurs de tornades, j'imagine américains,
Il y en a certains qui ont même des voitures assez étranges, blindées, avec des pics pour s'enfoncer dans le sol pour pas s'envoler au milieu des tornades. Ils sont assez intimidants. Est-ce que ça se passe bien la relation avec eux là-bas? Alors en général, la relation entre chasseurs de tornades se passe très bien. On est tous passionnés par le même phénomène. Même les gens qui sont des scientifiques, qui sont des professionnels, clairement ils ont tous un intérêt très fort pour la météo et ils aiment voir ces tornades. Et donc quand on en parle entre nous, c'est avec plaisir, c'est en se remémorant des souvenirs de chasses qu'on a vécues en commun ou en parlant de la situation du jour, qu'est-ce que toi tu en penses, etc. On échange beaucoup et du coup, quel qu'on soit, si on est amateur ou professionnel, les gens échangent entre eux et c'est vraiment toujours dans une bonne ambiance, un très bon esprit. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chasseur de tornades? Alors déjà, je dirais qu'il ne faut pas se lancer tout de suite comme ça à l'emporte-pièce à chasser les tornades. Quand on n'a pas d'expérience, c'est vrai que là, ça peut être un petit peu dangereux. L'important, c'est d'avoir un certain bagage météorologique, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est de comprendre les orages. Donc pour ça, il y a plein de sources d'informations, notamment votre émission, qui va permettre d'avoir une bonne base, un petit peu de comprendre ce qui se passe. Mais c'est important après de savoir lire les cartes météo et de commencer petit. Donc commencer petit, c'est pourquoi pas aller chasser les orages autour de chez soi en France, prendre un petit appareil photo, voilà, on va sur un petit point de vue à la sortie de la ville et puis on essaie d'observer un peu le ciel, on essaie de comprendre comment ça se passe. Et puis après, ça va être au fil des ans. Au fil des ans, on va prendre confiance, on va aller un petit peu plus loin, on va avoir envie de voir des choses plus violentes. Et là, après, naturellement, quand on se sent prêt, on peut aller aux États-Unis, essayer d'approcher les plus gros monstres en matière de tornades. Très bien. Merci beaucoup Christophe Asselin. Donc il faut dire que vous repartez pour un 4e voyage bientôt. C'est ça. Alors on peut que vous dire bon voyage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.